Je dois renouveler Calliope, je n'ai aucune idée de comment faire. Mon responsable qualité, il a quitté l'entreprise. Calliope a évolué, je n'ai pas eu le temps de suivre ces dernières évolutions. Voici toutes les préoccupations de mes clients ces dernières semaines. Ça tombe bien, je vais vous expliquer en 5 points comment préparer votre renouvellement Calliope en 2024. Dans un premier temps, nous allons parler du planning et du calcul de la date de votre audit pour garantir le renouvellement Calliope avant la date d'échéance. Puis, dans un second temps, nous aborderons les évolutions de Calliope. Vous le savez, elles ont été nombreuses ces derniers mois. Et nous verrons ensemble comment elles impactent votre audit afin d'être sûr de ne rien louper. Puis, nous enchaînerons sur l'impact de ces évolutions sur vos processus et les gains de temps que vous pouvez espérer en repensant votre système qualité. Nous enchaînerons sur les étapes de communication et notamment la manière d'impliquer les équipes dans le projet pour garantir les clés de la réussite. Et nous terminerons par un outil qui vous permet de vérifier et d'anticiper la préparation de votre audit de renouvellement. Dans le premier point, je vous parlais de la vigilance qu'il faut avoir pour planifier votre audit de renouvellement. Alors évidemment, c'est un sujet crucial parce qu'il faut choisir la bonne date en fonction d'un différent nombre de paramètres. Pour cela, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de caler sur une date la plus sécurisée possible, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous la date mini, à partir de laquelle il n'y a pas beaucoup de risques qu'on ait des soucis et qu'on assure donc une continuité de notre certification Calliope. C'est de ça dont il est en jeu. Pour calculer cette date, il vous faut prendre votre certificat Calliope, regarder la date d'échéance de ce certificat, pour nous c'est le 3 mai 2025, et retirer 4 mois. Alors on me dit souvent, mais pourquoi tu dis 4 mois ? Tout simplement parce que lors d'un audit de renouvellement, comme d'ailleurs dans n'importe quel audit, nous ne sommes jamais à l'abri d'un écart. Vous le savez, dans Calliope, il peut y avoir les écarts mineurs et les écarts majeurs. Si on a un écart majeur, l'obligation que l'on a, c'est de remettre en conformité sous 3 mois. Donc il faut prendre en compte toute cette plage de possibilités pour résoudre notre écart et remettre en conformité, par exemple, avoir le temps de refaire une formation dans cette période de 3 mois pour montrer qu'on a rétabli le process qui avait été vu en défaut lors de l'audit. Mais il ne faut jamais oublier que le certificateur, il a aussi un délai de traitement de votre dossier. Donc lui, il a généralement un délai d'environ 1 mois. 3 mois plus 1 mois, ça fait 4 mois. Donc si on veut assurer la continuité de service et la continuité de notre certification Calliope sans aucun temps d'arrêt, sans aucun temps de suspension, je pense que la date minimum à laquelle il faut planifier l'audit, c'est bien de ces 4 mois. Bien sûr, on peut le planifier avant. On peut le planifier à 5 mois, voire même à 6 mois. On en parle souvent dans l'équipe. Pourquoi ? Pour avoir le temps de bien réajuster, pour avoir le temps de faire tous les plans d'action. Il y a cette possibilité-là. Et en fait, ce qui est mal vu, et je vous donne ce conseil, c'est que finalement, même si on fait l'audit 6 mois avant l'échéance de notre certification, ça peut paraître lointain, mais pas tant que ça, bien le certificat va continuer tel que vous l'avez jusqu'à la date qui est inscrite dessus, comme on vous l'a vu tout à l'heure, et le nouveau certificat va démarrer le lendemain de cette date-là. Donc, en fait, on a tout à gagner, vraiment tout, à planifier l'audit plus en amont possible, car ça ne change rien du tout sur la date de certificat. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir en tête cette dimension-là. Donc, la sécurité sera assurée si on a une marge de minimum de 4 mois, parce que sinon, si on fait l'audit par exemple à 2 mois avant la date d'échéance du certificat, voire à 1 mois, eh bien s'il y a un écart majeur, on va se retrouver dans une période un peu de flou, c'est-à-dire avec la certification initiale qui est perdue, et la nouvelle certification qui n'est pas encore prononcée. Donc dans un laps de temps, s'il y a des gros dossiers, on ne pourra pas trop les traiter sous le format de Calliope parce qu'on ne sera plus identifié comme certifié Calliope. C'est ça le danger. Voilà, il est rare, mais il existe, donc la sécurité prime. Donc 4 mois avant, c'est vraiment la bonne démarche et le bon calcul. D'ailleurs, je vous annonce, sur notre site internet, nous sommes en train de mettre au point un simulateur de date qui va vous donner les 4-5 grandes échéances en automatique en fonction de votre date de certification, et vous pourrez faire vos choix justement d'un audit avec une sécurité minimale, une forte sécurité, une très forte sécurité, et toutes les étapes que vous devez avoir en tête pour arriver à tenir cette échéance. Nous vous préparons un vrai petit simulateur très intéressant. Concernant le deuxième point, les évolutions de Calliope. Alors là, en ce moment, il y a énormément d'encre qui coule sur ce sujet. Vous l'avez certainement vu et suivi sur les réseaux sociaux. Nous sommes passés d'un guide de lecture
en version 7 depuis au moins 2 ans, peut-être même un peu plus, à, en quelques semaines, une version 8 et une version 9. Donc là, je pense que tout le monde est un petit peu perdu sur ces évolutions. Du coup, il est intéressant de vous en parler un petit peu. La grosse évolution du référentiel, c'est la version 8. Je vous invite à regarder la vidéo qu'on avait fait sur ce sujet-là, quasiment le jour de la sortie du référentiel en version 8, pour vous donner les premières clés de lecture et permettre de comprendre ces évolutions. C'est des évolutions qui vont plutôt dans le bon sens, avec de la clarification, des nouvelles définitions, des précisions sur les niveaux attendus ou sur les éléments de preuve attendus. Bref, ce référentiel intègre un nombre important de retours d'expérience de toute la démarche Calliope depuis maintenant 4 ans et quelques. Donc c'est important de bien comprendre que les grandes évolutions, elles sont entre le version 7 et le version 8 du référentiel. Et puis cette semaine, lundi, la version 9 du référentiel est enfin sortie. Elle était très attendue et cette version 9, elle est vraiment en cohérence avec les évolutions réglementaires concernant les sous-traitants. Donc en fait, la grande différence entre la version 8 et la version 9, c'est l'apparition d'un chapitre spécifique pour les sous-traitants, avec la clarification aussi des exigences qui vont être appliquées aux sous-traitants, dont en partie pour certains d'entre eux l'obligation d'être certifié Calliope, et puis le cas où vous êtes en sous-traitance d'un autre organisme, et à ce moment-là, comment s'applique l'audit Calliope sur ce type de prestation où vous n'avez qu'une partie de la prestation de formation qui vous revient. Et donc ce sont ces clarifications qu'on voit apparaître dans la version 9 du référentiel. Donc sur notre site internet, vous allez trouver d'abord une chose importante, tous les documents réglementaires qui sont liés à Calliope, dans la rubrique ressources, et aussi vous allez trouver un comparatif qui fait directement la comparaison entre la version 7, qui est la version connue et que vous avez utilisée lors de votre audit initial de certification Calliope, avec la nouvelle version 9, et donc l'intégration entre les deux des évolutions de la version 8, puisque nous l'avions fait déjà à l'époque pour cette version 8. Pour les dates, donc la version 7 du référentiel est encore applicable jusqu'à peu près le 24 janvier 2024. Ensuite, la version 8 va s'appliquer entre le 24 janvier et le 8 mars. Et quant à la version 9, elle s'appliquera à partir du 9 mars, et ce sera la version je dirais, la plus actuelle et la plus active en 2024 lors de l'audit de renouvellement, sauf si le guide de lecture évolue d'ici là. Dans le point numéro 3, je vous parlais des optimisations que l'on peut faire autour de la démarche de certification à l'occasion de l'audit de renouvellement. Quelque chose qui n'est pas forcément très bien connu ni expliqué, mais en fait, il faut toujours se rappeler qu'une démarche qualité, et Calliope n'échappe pas à la règle, c'est vraiment une démarche de progrès, d'amélioration continue, et c'est une démarche qui évolue dans le temps. Elle n'est pas figée. Autrement dit, c'est l'occasion, au moment de l'audit de renouvellement, de faire un bilan, d'essayer aussi de l'optimiser et de la simplifier, parce qu'en fait, on peut simplifier beaucoup de choses. Par exemple, sur l'indicateur numéro 12, grâce au référentiel en version 8, on va pouvoir simplifier et annuler l'application de cet indicateur si on fait que des formations dont la durée n'excède pas 2 jours. Donc voilà, une première simplification. On le sait par exemple, la veille, on a mis au début beaucoup de sources de veille dans nos tableaux, énormément, et on le sait tous, on se le dit tous, quand il y a beaucoup trop de sources de veille, on a du mal à les suivre, on a du mal à vraiment faire cette veille, puisque les informations pullulent. Donc, il faut rationaliser, peut-être passer à 2, 3 sources de veille clés, mais que l'on va suivre et que l'on va correctement analyser. Il y a également les éléments autour des enquêtes de satisfaction. Dans l'indicateur 30, finalement, on a fait quelque chose d'un peu mécanique, des formulaires, des questionnaires que l'on envoie à toutes les parties prenantes. Est-ce bien pertinent, par exemple, pour les OPCO qui ont tendance à ne pas répondre à nos questionnaires? C'est probablement pas la bonne méthode, et c'est d'ailleurs une chose qui s'est un petit peu aussi ouverte dans le référentiel en version 8 sur la manière de prendre en compte les avis des parties prenantes, les appréciations des parties prenantes, en particulier pour les financeurs. Donc voilà quelques exemples vraiment très succincts, mais en partant de là, vous pouvez facilement extrapoler pour essayer d'optimiser et surtout aussi de recaler votre définition et votre système d'organisation qualité par rapport aux évolutions de l'entreprise. Il y en a eu forcément depuis 3 ans, puisque le certificat va être à échéance à 3 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions, des nouvelles formations, des nouveaux formateurs, des nouvelles prestations peut-être, et donc tout ça va mériter d'être repensé et d'être recalibré, par exemple dans un book qualité ou dans le guide des procédures que vous pouvez avoir mis en place en interne. Donc je vous invite à vraiment prendre en compte du temps
Pour préparer votre audit de renouvellement dans ce sens, il y aura effectivement l'épreuve et il y aura aussi l'optimisation du système qualité. C'est l'occasion lors de l'audit de renouvellement qui finalement va être le cumul de votre audit initial et de votre audit de surveillance. Donc il faudra être bon sur le descriptif et bon sur l'épreuve. Dans le 4e point, je vais vous parler de la communication et de son importance dans le cadre de l'audit de renouvellement. Alors effectivement, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est beaucoup de légendes autour de la démarche Calliope, beaucoup d'approximations, beaucoup d'aspects négatifs par rapport au côté administratif que peut revêtir la démarche, ou des croyances sur le fait que c'est lourd et que c'est difficile et sans valeur ajoutée. Et on entend vraiment beaucoup de choses et je trouve que c'est assez négatif et souvent d'ailleurs assez faux. D'ailleurs, c'est une action importante en termes de communication interne, mais de communication externe également, mais de communication interne, de rassembler les équipes pour rappeler les fondamentaux de Calliope. Alors le fondamental de Calliope, c'est que c'est d'abord une certification d'entreprise, et donc ça veut dire que toute l'entreprise est impliquée dans cette certification, et deuxièmement, c'est une certification du processus de formation. Autrement dit, si on est organisme de formation, c'est notre métier principal qui est certifié, c'est les processus principaux qui sont certifiés, puisque les processus principaux sont de conduire des actions de formation. Donc, il faut rappeler cela, comme je le dis souvent, remettre l'église au milieu du village, car en fait, tous les collaborateurs doivent être impliqués sans exception dans la démarche, et ils ont tous une pierre à l'édifice. On peut construire par exemple un RACI pour définir qui est responsable de tel et tel sujet, qui est redevable, qui est consultable et qui doit être juste informé. Cette méthode-là peut être un moyen de répartir les tâches et les obligations des exigences Calliope. Donc ça c'est vraiment très important et c'est un travail qui doit peser au moment de l'audit de renouvellement pour bien finalement rééquilibrer la charge de travail et la charge de suivi. C'est trop souvent qu'on entend ça c'est Calliope, ça c'est pour monsieur Calliope, ça c'est pour madame Calliope. Normalement, cette phrase-là ne doit pas exister, puisque c'est l'ensemble de l'entreprise qui est impliqué. Donc, finalement, c'est le processus de l'entreprise qui se conforme à Calliope, mais les deux sont totalement confondus. Ensuite, vous avez un point très important dans la communication qui est les parties prenantes. Et les parties prenantes, c'est aussi vos sous-traitants. Les sous-traitants, là, ils sont vraiment sous les feux de la rampe en ce moment par rapport à la version 9 du référentiel dont je parlais tout à l'heure. Mais néanmoins, il faut toujours penser qu'ils sont parties prenantes totalement du dispositif de formation, voire même parfois des acteurs majeurs au moment des actions de formation. Donc il faut impliquer ces sous-traitants, il faut communiquer sur ces processus, et ils doivent respecter l'intégralité de la démarche de certification, puisqu'ils en sont partie prenante. Enfin, n'oubliez pas que vous devez communiquer officiellement sur votre site internet et dans vos locaux, le fameux certificat que je vous ai montré tout à l'heure, et celui-ci, il est vraiment important, car il permet de connaître votre certificateur, et éventuellement, pour des clients qui seraient intéressés, de en savoir plus sur votre certification et de communiquer directement avec l'organisme certificateur. C'est une obligation importante et du coup, il ne faudra pas oublier de le faire. Normalement, c'est déjà en place au moment de l'audit de surveillance, mais néanmoins, attention de ne pas l'oublier pour l'audit de renouvellement. Donc, pour pouvoir un petit peu remettre cette fameuse église au milieu du village et prêcher la bonne parole autour de Calliope et démystifier la démarche, on a préparé un guide complet, un petit ouvrage très simple qui se déplie comme ceci, avec une quinzaine de fiches qui vous permettra de remettre les fondamentaux sur la démarche de certification, son contenu, sa genèse, les indicateurs, les points clés, bref, tout ce qu'il est important et utile de savoir lorsqu'on veut homogénéiser et démystifier cette fameuse démarche de certification. L'audit de renouvellement est une superbe occasion de réaliser cette étape. Concernant le 5e point, je vous évoquais un outil intéressant pour préparer efficacement votre audit de renouvellement. En réalité, il y a 2 outils que je vois intéressants à vous proposer et à vous présenter. Le premier est de faire quand même un peu le bilan sous la forme d'auto-évaluation que vous pourrez faire par vous-même. Il y a de nombreuses ressources sur le site web RELTeam qui vous permettront de réaliser ça, dont des checklists vraiment détaillées sur des sujets un peu sensibles sur lesquels on voit que sur le terrain, on est un peu aux limites. Je pense par exemple au sujet de la maîtrise des personnes en situation de handicap et l'impact sur Calliope, le sujet des sous-traitants et la qualification des formateurs, ou encore des sujets comme l'amélioration continue, comment elle fonctionne et comment elle doit être à minima réalisée dans le cadre de la certification. Ces outils-là sont vraiment à disposition, ils sont très simples d'utilisation, assez ludiques, et ils vous donneront tout de suite un premier scoring d'appropriation de ces dimensions-là. Vous avez aussi
un fichier Excel qui vous permet de faire des auto-évaluations complètes sur la base du référentiel, je dirais, mais qui est un outil assez statique, très intéressant pour faire un premier bilan. Et le deuxième outil dont je voulais vous parler est un outil plus intéressant, à plus forte valeur ajoutée, c'est l'audit à blanc. Il est assez méconnu, donc en fait l'objectif, il est tout simplement de se mettre dans les conditions de certification, mais de réaliser un audit sous un format audit conseil. Donc à la fois le degré d'exigence de l'audit de certification, mais les apports de nos retours d'expérience, de notre retour terrain par rapport aux situations qu'on a vécues ou à d'autres possibilités de réponse à ce type d'indicateur pour aussi ouvrir et, je dirais, bonifier, sublimer votre démarche de certification. L'audit à blanc, c'est quelque chose qu'on réalise vraiment très très fréquemment. Ça peut être sur un audit à blanc partiel, sur quelques indicateurs que vous voulez vérifier. Ça dure donc une demi-journée, donc c'est facile d'accès, pas spécialement très coûteux et très efficace. Et ça peut durer, bien entendu, au moins une journée sur site. Et c'est l'occasion de faire un bilan complet, mais de repartir aussi avec beaucoup de recommandations et de propositions d'amélioration de la démarche que vous prendrez ou pas en fonction de votre sensibilité. Mais c'est vrai que l'aspect conseil est primordial dans cette démarche-là. Je pense que pour l'audit de renouvellement, c'est vraiment une occasion de faire une photo de départ, ou je dirais à mi-chemin, pour pouvoir recalibrer l'ensemble du dispositif et se mettre dans les meilleures conditions par rapport à la certification, compte tenu qu'il y a énormément d'évolutions ces dernières semaines, que la démarche elle a vécu depuis 3 ans, on a peut-être un peu perdu le fil. Les exigences des auditeurs, elles ont aussi changé depuis 3 ans. Les exigences des certificateurs, elles sont présentes. Donc tout ça, ça fait beaucoup d'évolutions à intégrer. Et l'apport d'un auditeur qui vient faire l'audit à blanc peut être essentiel pour bien se remettre dans le droit chemin et préparer la certification de manière la plus efficace possible. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai donné l'essentiel des étapes à construire pour votre audit de renouvellement. Vous avez d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à les voir et à vous abonner. C'est également le cas sur notre page LinkedIn, dans laquelle nous publions des posts et des articles très régulièrement chaque semaine, et aussi une newsletter récapitulative une fois par mois. N'oubliez pas aussi de consulter notre site web, rectim.com, qui contient un kit de ressources qui vous permet aussi d'y voir clair et de télécharger tous les documents dont vous avez besoin, et bien plus encore. À bientôt.